Oui. Dans quelques secondes, nous allons nous déporter du côté de Yaoundé, le temps tout simplement de faire une transition satellitaire avec Gisèle Pirassolo, déjà en place, je suppose, pour la revue de presse. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun sur le plan national, sur le plan, j'allais dire, presse, papier écrite, voilà, Oui. presse écrite. Presse écrite. Alors, Gisèle Pirassolo. Les journaux nous parlent à travers votre voix. Comme Patrick parlait ainsi, que j'accueille donc à Yaoundé, le fait à votre adresse, mais également à l'adresse des millions de téléspectateurs de Radio Cameroun et du monde entier, chargés pour l'information. Bienvenue à ce rendez-vous. C'est donc des vues de presse sur Canal Matin et donc sur Radio International. En tout cas, c'est l'acte à partir de la capitale camerounaise Yaoundé, et bien une population en furie. Un peu ce qu'on a vécu hier du côté de Fumbo dans la région de l'Ouest Cameroun. Un tribunal mis à feu, une prison encerclée par des jeunes de Fumbot. La situation très tendue hier de ce côté-là ne laisse pas la presse camerounaise ce matin indifférente. Dans cette localité de l'Ouest Cameroun, la principale cause de la colère des manifestants est bien entendu la mort d'un détenu. En tout cas, le quotidien camerounais d'expression anglaise de Guardian Post, au siège imposant ici même à Yaoundé, revient là-dessus parce qu'il a suivi de près cette affaire, principalement au carrefour Makiza de la ville de Fumbot, où le corps du mort a été exposé par la population en guise des preuves du décès de cet homme-là qui donc a passé un bon moment à la prison de Fumbot et il ne lui restait que quelques jours à vivre. En tout cas, la demande avait été formulée à l'adresse du procureur de la République, question de lui permettre d'aller subir les soins de santé dans un centre hospitalier, on ne va pas dire agréé, mais un centre hospitalier de la ville de Fumbot. Cela a manifestement été refusé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Fumbot, si l'on s'en tient aux explications ensuite qui sont proposées par le quotidien Émergence, lui aussi traitant de cette mort, une mort, mauvaise mort du côté de Fumbot dans la région de l'Ouest Cameroun. Le journal signifie à son tour la colère et même la tension née de ce que le procureur de la République près donc le tribunal de première instance de Fumbot aurait refusé de faire admettre le détenu malade à l'hôpital. Petite précision apportée ce matin par le quotidien bleu, le jour du jour, lui aussi qui a suivi ces événements à tout le moins tristes du côté de Fumbot, eh bien c'est que Lodé Kouyous était un vendeur de médicaments très populaire et connu des populations de Fumbot pour ses services entre guillemets ainsi rendus à la population de ce côté-là. Il en est de Fumbot comme il en est de Bangante hier, et bien des chaises vides qui ont donc été servies au niveau du conseil municipal et elles ont été servies, ces chaises vides-là, en majorité face aux velléités de redéploiement familial. Celle du président du Sénat, Marcel Nyan-Difendji, raconte encore le quotidien bleu édition de ce jour. En effet, après la mort du président maire, il était annoncé son remplacement par l'heure des rejetons du président du Sénat, Marcel Nyan-Difendji. Le plus clair des conseillers municipaux ont donc dignette. Ils ont opposé une fin de non-recevoir, même après avoir été approchés en diurne comme en nocturne par le prétendant à ces fauteuils-là, c'est-à-dire la mairie, le maire donc de Bangante. Eh bien, c'est un peu ce qui est raconté par le quotidien bleu ce matin en guise de ce qui s'est passé hier du côté de Bangante, une ville bien connue de la part de la ministre Célestine Kecha Cortés. On ne dira pas qu'ils ont été pour ou contre Paul Biya et le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et par contre, ce qu'affirme Yomé Salah Hebdo en kiosque ce jour, au regard des rebondissements liés aux travaux d'achèvement du stade Olembe, ici même à Yaoundé, en tout cas une banlieue de la cité capitale. À ce jour, on dirait que le chantier souffre toujours du manque de financement, même après la convention querellée de 55 milliards de francs CFA qui avait donc été autorisée par le président de la République. Et jusqu'ici, les travaux ne sont pas complètement achevés à quelques mois maintenant du démarrage de la Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun doit abriter dès le mois de janvier prochain, précise encore le journal édition de ce jour. On en vient certainement à des guerres de succession que commande ainsi la franchisation de la vie publique au Cameroun depuis quelques mois maintenant. Le Point Hebdo, lui aussi en kiosque ce mardi, rentre dans la danse en présentant le fils aîné du président de la République comme étant une énigme qui compte parmi les prétendants à la succession. C'est donc vrai, affirme le journal ce matin, Franck Biya est bien dans la course au trône. Si sa course n'est pas certaine,
elle n'est pas non plus incertaine. Mais attention, il peut aussi s'agir de l'ouverture à contre-temps, bien entendu, de ce que le journal qualifie de boîte à Pandore qui ouvrirait donc sur ce qu'il est convenu d'appeler. D'ailleurs, un membre du gouvernement avait qualifié cela il y a une dizaine d'années de ce qu'il est convenu donc d'appeler, eh bien, la nuit des longs couteaux dont parlait encore un ministre il y a une dizaine d'années au Cameroun. Ce jour, le journal propose un renforcement de la sécurité autour du président de la République, Paul Biya lui-même. La revue du Patriote ne cache pas son sentiment face au 100%, eh bien, le sang comme ce liquide-là qui alimente le corps humain. Les exemples tirés d'ailleurs ont montré leurs limites, leur boire et l'heure de boire. Attention, le Cameroun n'est pas une monarchie, encore moins un royaume, semble clamer la revue du Patriote, traitant de la franchisation de la vie politique au Cameroun depuis quelques mois maintenant. Le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyemont, les nuages, c'est en fait Péchi Ben Yamed de Jeune Afrique qui alimente la une principale du quotidien Mutation ce matin. Eh bien, lui qui aura marqué la scène sociopolitique africaine, Xavier Messé, Anani Rabia Binzi, Jean-Vincent Tienom et Georges Dougeli parlent ainsi en guise de témoignage d'un homme, d'une plume qu'ils ont connu et qu'ils ont côtoyé. Quant à vision économique, parole ce matin au ministre Jules de Rendongo en charge des forêts et de la faune au Cameroun. L'occasion des travaux de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, lui aura été donnée de préciser les grandes orientations de la commission qu'il préside. Eh bien, il s'agit de relever désormais la trésorerie de la COMIFAC, de procéder également à des recrutements de cadres, mais aussi d'inciter les États partis à cotiser comme cela se doit, a-t-il demandé à ses collègues membres du COMIFAC, en tout cas dont les pays sont donc membres du gouvernement, membres de la COMIFAC, précise ainsi Vision économique édition de ce jour. Réalité, c'est le quotidien de Paul Ngouare Kindi, édition de ce mardi, rend hommage au professeur Lazare Coap tué, eh bien, dont la mémoire a été non seulement saluée, mais aussi honorée à sa juste valeur par le président de la République via le professeur Jacques Famen-Nongo, ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, qui représentait ainsi le gouvernement et l'État à l'occasion de ses obsèques. Hard News parle santé publique pour dire avec plaisir qu'il y a un léger mieux dans la riposte camerounaise, pour ainsi féliciter les Camerounais dans leur comportement. Eh bien, ils sont pratiquement dans la bonne voie pour parler du respect des mesures barrières. Cela est observé notamment pour ce qui est des grands magasins, pour ce qui est également des supermarchés dans la capitale camerounaise comme dans les autres métropoles du pays. Eh bien, c'est donc à féliciter. Renseigne encore Hot News, mais attention, plus de 1000 décès. À ce jour, voilà le nombre qui a été enregistré par le Cameroun depuis le déclenchement de la pandémie. Nous étions alors en tout début du mois de l'année 2020, la maladie qui a ainsi atterri sur la planète Terre, n'épargnant aucun pays au passage. Et à ce jour, le Cameroun compte donc 1 millier de morts. Mais attention, le journal ne veut pas qu'il y ait une espèce de décadence du nombre de personnes, pour parler des Camerounais, qui observent avec rigueur les mesures barrières dictées par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé d'une part, mais davantage par le gouvernement de la République. Il va falloir continuer dans le traditionnel en matière de riposte camerounaise face à Covid-19. C'est ainsi que le journal met en lumière la proposition de Christian Manjombe selon qui 3 jours suffisent pour guérir les malades de Covid-19. C'est donc à lire dans Éco-Santé, édition de ce mardi. L'économie quotidienne en fait l'économie, préférant s'attarder sur le processus en cours qui consiste pour le FMI, le Fonds monétaire international, l'une des institutions de Bretton Woods, en le financement, un nouveau financement de la riposte camerounaise face à la Covid-19, pour parler ainsi de la maladie à coronavirus. Le journal parle de 54 nouveaux milliards de francs CFA et cet argent n'est pas destiné à l'acquisition du matériel proprement dit pour ce qui est de la lutte contre Covid-19, mais en termes de relance économique avec les entreprises camerounaises qui en ont besoin. Elles ont donc besoin d'être boostées pour aller à l'activité. Et puis, on n'a pas fini de parler de la commémoration hier, 3 mai 2021, comme chaque 3 mai, chaque année d'ailleurs, de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse.
Les derniers échos, on les retrouve à Tribune d'Afrique. C'est le journal de Faustin Djikam. À l'observation, le métier de journaliste est craint depuis que le travail a été livré à son propre sort. Le Cameroun est 135e au classement des 180 pays sur l'indice de perception de la liberté dans le monde entier. C'est tout dit, selon Faustin Djikam. Cela se justifie, dit-il, par la précarité qu'entretient la philosophie institutionnelle au Cameroun. Face à cette volonté politique, hélas, Tribune d'Afrique propose un inventaire tout à fait complet de la presse camerounaise. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, revient donc sur la déclaration qui a été faite hier, une déclaration circonstancielle d'ailleurs, du ministre René Emmanuel Sadi en charge de la communication. Le membre du gouvernement a en effet parlé à la communauté de la presse camerounaise hier à l'occasion de cette déclaration. Et pour le gouvernement, un effort supplémentaire sera donc fait pour accompagner les médias et les hommes des médias tout en souhaitant plus de rigueur professionnelle à la communauté d'hommes et de femmes des médias et de l'industrie de l'information au Cameroun. Et puis, Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, parle ainsi et porte d'ailleurs la bonne nouvelle. Ce ne sera pas rangé dans les tiroirs. La deuxième phase de recrutement des enseignants à l'université, notamment dans les universités publiques au Cameroun, que cela va donc se poursuivre. En tout cas, c'est ce que dit le président de la République. Les titulaires des doctorats PhD vont compétir à l'arrivée 500 qui ont déjà été retenus. Voici d'ailleurs la liste, une liste complète qui est donc contenue dans le quotidien camerounais à capitaux publics, dénommé Cameroun Tribune. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mardi Stop Fin. Évidemment que c'est le cœur enflammé de joie que nous vous avons servi. Prenons rendez-vous pour demain quand il sera 7 h et nous serons là dans les mêmes dispositions et même prédispositions. Question de vous servir. Je vous invite à présent à repartir du côté de Douala pour retrouver l'homme à l'adresse particulière dénommé Mike Tipio, bien installé dans les studios de Canal International à Douala. Il va prendre le relais pour la suite et la fin de la revue de presse. Michael, bonjour. Je vous passe le pouvoir. C'est à vous à Douala. Bonjour GPE, je vous souhaite également passer une belle journée à Yaoundé. La suite à Douala avec le messager qui revient sur ce qui s'est passé à Fumban, cette ville du département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Hier après-midi avec du feu au tribunal de Fumbot précisément, cette ville de la région de l'Ouest département du Noun, un incendie déclenché par des soins de personnes mécontentes qui ont organisé un mouvement d'humeur dans la ville de Fumbot. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Le mouvement d'humeur en question à l'origine fait suite au décès d'un prévenu. Bilan des affrontements, 2 morts et 5 blessés graves. On a donc assisté hier un bâtiment administratif réduit en cendres, des magistrats, avocats et autres justiciables qui quittaient l'enceinte du tribunal de première instance par les fenêtres, des populations surexcitées qui occupaient la façade principale du bâtiment abritant les services du tribunal, des lancers de gaz lacrymogène dans l'enceinte d'une école primaire, jouxtant l'enceinte du tribunal en question. Tout autour, des coups de feu tirés par des éléments de force de maintien de l'ordre dans la ville, marché précipitamment fermé, population qui déserte les rues. Sont donc les scènes vécues hier dans la ville de Fumbot, précisément à l'origine. Le décès d'un détenu de la prison de Fumbot, le nommé Jean-Louis, est décédé aux environs de 7 h à l'hôpital de Fumbot. Des sources indiquent que le défunt était malade. Des premiers signes de maladie ont été ressentis dès l'incarcération du prévenu à la prison secondaire de Fumbot il y a 3 mois et saisi, selon le quotidien Le Messager, le procureur de la République de Séan a relativisé le diagnostic et le certificat médical fourni par des médecins. Au fil des jours, le cas du prévenu s'est dégradé jusqu'à ce qu'il soit conduit à l'hôpital du district de Fumbot dans la soirée du 2 mai 2021, visiblement un peu tard. Le prévenu a donc rendu l'âme hier matin. Le corps remis à la famille du défunt a été récupéré par les populations qui l'ont déposé au lieu dit Carrefour Maquisard, un carrefour de la ville de Fumbot, un lieu situé à une centaine de mètres du tribunal de Fumbot. Dès lors, des tensions sont montées, la foule s'est amassée sur les lieux et on a vécu justement l'incendie du tribunal de Fumbot, tribunal de première instance de Fumbot hier après-midi. Joseph Olinga raconte cette folle journée dans la ville qui s'est soldée par 2 morts et 5 blessés graves
dans les colonnes du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le bas de une du journal parle de cette passe d'armes entre deux grands intellectuels camerounais, Gaston Kelman et Achille Bembe, l'écrivain et le philosophe, défendent des visions opposées quant à la redéfinition de la relation entre l'Hexagone et le berceau de l'humanité dans la perspective du sommet de Montpellier du 9 au 10 juillet prochain, sommet France-Afrique 100 ans, un débat à distance relayé par l'hebdomadaire de la rue d'Auteuil, et Le Messager nous propose quelques extraits de ces échanges houleux entre Gaston Kelman et Achille Bembe dans ses colonnes aujourd'hui. Et le vaccin contre le coronavirus qui continue de recueillir les réticences de nombreux Camerounais. Le journal nous révèle les résultats d'une enquête menée par Afrobaromètre dévoilée le 29 avril dernier à Yaoundé. Les résultats de cette enquête font état de ce que 73% des Camerounais n'ont pas assez confiance en le gouvernement d'assurer un vaccin contre le Covid-19. 66% par contre des Camerounais se disent peu favorables à se faire vacciner contre cette maladie. 27% venaient à être disponibles et 68% estiment que la prière est plus efficace que ce vaccin contre le coronavirus. Les échantillons choisis, en termes d'échantillons choisis, plus de 1200 Camerounais ont été interrogés entre février et mars à travers le Cameroun. Les résultats complets de cette enquête à lire dans les colonnes du journal Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui joue les prolongations au sujet de la journée mondiale de la liberté de la presse, avec cet hommage rendu au fondateur du journal Le Messager, Pius Ndiawe, pour que le combat de Pius ne meure jamais, à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse célébrée hier et à l'initiative de Florent Ndiawe. Des membres de la famille du légendaire défenseur des droits humains et des libertés ont déposé des gerbes de fleurs sur sa tombe dans son village situé dans le département du Onkam, à Babouanto précisément. L'objectif est de pérenniser le combat de l'homme, le combat de Pius Ndiawe, fondateur du quotidien Le Messager. La nouvelle expression joue également les prolongations, dans cette journée internationale de la liberté de la presse, avec cette sortie parole donnée au coordonnateur de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir, Philippe Nanga, qui est un acteur actif de la société civile qui milite au quotidien pour le respect des droits de l'homme et la construction d'une réelle démocratie au Cameroun. Il travaille au quotidien avec les hommes de médias et pense que ces derniers doivent être des vecteurs de la démocratie au Cameroun. Dans une interview accordée à la nouvelle expression, il revient sur la pratique de ce métier au Cameroun, les difficultés de la presse en 2021 et les défis que cette presse appauvrie doit relever. La libre expression des médias est un droit et en tant que droit, il doit simplement être respecté, lance Philippe Nanga dans les colonnes de la nouvelle expression de ce jour. La grande une du journal revient sur ces affaires liées à la lutte contre le Covid-19 au Cameroun avec cette réponse de Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, à Ferdinand Ngongo, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Le ministre Laurent Esso qui a fait savoir au secrétaire général de la présidence de la République qu'il ne dispose d'aucun élément pour engager l'enquête judiciaire contre ceux qui ont plongé la main dans l'agent de lutte contre le coronavirus. Manifestement, écrit le journal, il y a de la diversion dans l'air. Cette sortie de Laurent Esso apportait une réponse à une autre correspondance antérieure de Ferdinand Ngongo, secrétaire général de la présidence de la République. Cependant, Jean-Michel Nietzsche, député du SDF à l'Assemblée nationale, qui avait été le premier à jeter le pavé dans la mare de la gestion mafieuse des fonds du Covid-19 au Cameroun, dénonce une manœuvre de diversion du gouvernement. Tout comprendre autour de cette affaire avec des extraits de ces différentes correspondances dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Vision économique est également parue aujourd'hui et nous parle de la Commission des forêts d'Afrique centrale avec des grandes orientations du ministre des Forêts et de la Faune au Cameroun, Jules Doré-Ndongo, au cours d'une session extraordinaire des ministres en charge des forêts d'Afrique centrale qu'il a présidée il y a quelques jours. Le ministre camerounais a attiré l'attention de ses collègues autour des points centraux en rapport avec le développement de cette institution pour la suivi de nos forêts et le développement de la sous-région Afrique centrale. Jules Doré-Ndongo, par ailleurs, président en exercice de la Comifac, a insisté sur le paiement
des arrêts de cotisation par les pays membres afin de booster la trésorerie de la Comifac, mais aussi le recrutement des nouveaux cadres pour la mise en place prochaine d'une nouvelle équipe chargée de l'application des décisions prises par les États membres de la Comifac. Le journal de Sa Majesté Parfait Ngodokwan parle également de la Camrail et du lancement de Intercity, justement, le ministre Ngale Bibé qui remet le train Intercity sur les rails dans le cadre de la modernisation du transport ferroviaire. Le ministre Jean-Ernest Masséna Ngale Bibé a procédé jeudi dernier à l'inauguration des 11 voitures voyageurs Intercity du parc du parc justement réhabilité par l'État du Cameroun avec le concours de Camrail. Ce voyage d'essai s'est déroulé en présence de plusieurs personnalités du Cameroun, parmi lesquels les membres du gouvernement, les sénateurs, députés de la nation, des maires, des chefs supérieurs, Sawa et bien d'autres. Et bientôt donc, on revivra la relance des voyages entre Douala et Yaoundé. Parole également aux usagers qui saluent l'initiative et se disent extrêmement contents de la relance de ces voyages entre Douala et Yaoundé par train depuis l'arrêt après justement le drame enregistré à Ezeka il y a quelques années maintenant. Le directeur général de la Magzi réagit également dans les colonnes du journal Vision économique en kiosque ce jour au sujet de l'occupation illégale des terrains de la Magzi. Le journal est allé donner la parole à l'homme au cours d'une récente sortie médiatique. Justement, le directeur général de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles a pointé du doigt l'implication de certaines autorités administratives et municipales dans l'occupation jugée illégale des terrains de la Magzi, comme c'est le cas avec la zone industrielle située au sud de la capitale Yaoundé. Christol Georges Manon a surtout fustigé la mauvaise foi caractérisée des riverains régulièrement délocalisés des zones industrielles et indemnisés, mais qui continuent de céder les terrains de la Magzi à des tiers au moyen des papiers frauduleusement délivrés par certaines autorités administratives. Le journal Vision économique est allé également mener l'enquête pour comprendre ce qui se cache exactement derrière ces manœuvres enregistrées autour des terrains de la Magzi. La cloche est également en kiosque aujourd'hui, un autre hebdomadaire paru ce jour qui parle du relèvement des plateaux techniques des districts de santé au Cameroun avec le ministre de la Santé publique qui est en parfait accord désormais avec la JVC. Il s'agit d'un don constitué de 20 réfrigérateurs solaires et kits photovoltaïques destinés prioritairement aux districts de santé des régions de l'Adamawa et de l'Est du Cameroun, notamment ceux implantés dans les villes de Tibati, Gaoundal, Gaoundéré rural, Batouri, Bertoa, Betare, Oya, Lomier, Ndelele, qui ont été privilégiés pour le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Cette action cadre avec les objectifs de la plateforme d'optimisation des équipements de la chaîne de froid du programme élargi de vaccination PEV au Cameroun. Les plateaux techniques de ces hôpitaux qui se voient donc relevés à travers cet accord de partenariat et d'autres districts de santé du Cameroun qui seront concernés dans les jours à venir. Nous lance le journal La Cloche en kiosque ce jour. Un autre hebdomadaire paru ce mardi, c'est Couloir d'Afrique qui nous parle de cet engagement qui sonne comme un accord parfait entre le ministère du Tourisme et la PIFED. Le 27 avril dernier, le ministère du Tourisme et des Loisirs et l'organisation d'appui à l'autopromotion et l'insertion des femmes, des jeunes et des désœuvrés pour la mise en œuvre et la gestion du programme de promotion de l'écotourisme et de la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière dans les communes forestières du Cameroun ont signé une convention. Les termes de cet accord de convention à retrouver dans l'hebdomadaire d'information et d'enquête Couloir d'Afrique en kiosque ce jour, qui nous parle également du C2D. Le C2D est la ville de Bertoua qui poursuit sa mue. Le maire de la ville, Jean-Marie Dimbélé Sodéa, est revenu satisfait au terme de la visite des chantiers inscrits dans le cadre du programme de contrat désendettement développement C2D. C'était il y a quelques jours seulement, nous apprend le journal Couloir d'Afrique. Un autre journal d'Afrique, Relais d'Afrique cette fois-ci, nous parle de la gestion du Cameroun
avec cette vision, la vision de Nukti Chokwago au sujet de la gestion du Cameroun face aux plaintes sur la gestion harmonieuse des ressources au profit des populations ayant débouché sur la crise sécuritaire et sociopolitique dans le nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun et les limites du modèle de décentralisation actuel avec ses conseils régionaux et les mairies de ville. L'industriel camerounais originaire du Onkam avait pensé il y a 10 ans à un modèle de fédéralisme avec 7 régions autonomes mais toujours d'actualité en tenant compte de l'anthropologie et pouvant être une solution idoine à la résolution de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. À la découverte des propositions de Nukti Chokwago en page 9 de l'hebdomadaire Relais d'Afrique en kiosque aujourd'hui, qui nous parle également de la communauté d'Itchegem du Vouri, de la communauté justement qui rend hommage à un homme, Gabriel Foka, à travers le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui accueille le désormais chef, le chef Swap Nyapte Foka Gabriel. Les détails de cette belle cérémonie à vivre également en images dans les colonnes du journal, l'hebdomadaire Relais d'Afrique, en kiosque ce mardi. Voilà donc pour ce qui est des informations recueillies sur le plan national. Michael Tipkio, c'est vrai, on va sortir un petit peu de nos frontières pour aller pas très loin chez nos amis les Tchadiens. L'observation est faite, il y a la nomination d'ailleurs du nouveau gouvernement par le fils du défunt maréchal. Malgré cette instabilité qui règne en ce moment de ce côté-là, cette difficulté que traverse ce pays, est-ce que tu penses que cette nomination de ce gouvernement est à même de pouvoir apporter un petit peu, je veux dire quoi, ramener le calme dans ce pays? Et on pourrait dire qu'il est prématuré de le dire aujourd'hui, Thierry, on pourrait dire qu'il est un peu prématuré de le dire, mais les signaux qui viennent du pays en ce moment après cette mise sur pied, cette formation du gouvernement d'à peu près 40 personnes, les signaux font croire que l'on n'a pas atteint le bout du tunnel, naturellement, parce qu'il y a de nombreuses critiques qui se sont levées. Une certaine partie de l'opposition est vent debout contre la formation de ce gouvernement. J'écoutais encore Succès Masra, le président de la formation politique Les Transformateurs, qui est l'un des prodiges de la scène politique tchadienne depuis quelque temps, depuis au moins l'élection présidentielle tenue il y a quelques semaines maintenant, qui est l'un de ceux qui portent de nombreuses critiques, qui est vertement opposé à la prise du pouvoir par le fils du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Je l'écoutais encore, lui qui estimait effectivement que le président est mort, il a été remplacé par le fils du président. Eh bien, et présentement, le gouvernement a été formé, des ministres qui sont morts ont été remplacés par les fils de ces ministres-là. Ils sont au moins 6 à lire ce nouveau gouvernement de 40 personnes qui sont fils d'anciens ministres du gouvernement de M. Idriss Déby lui-même, le feu maréchal, qui sont dans le gouvernement actuel qui a été formé il y a quelques jours seulement, et d'anciens ministres également qui sont encore là. C'est-à-dire, on a les fils d'anciens ministres qui ont travaillé avec Déby Père. Il y a des anciens ministres qui ont travaillé effectivement encore avec Déby Père, mais qui sont dans ce gouvernement-là, qui est appelé peut-être abusivement, selon certains acteurs de la société civile et certains acteurs politiques tchadiens, appelé abusivement, selon eux, gouvernement d'union nationale. Ils auraient souhaité voir un peu plus d'ouverture, même s'il faut noter, ça il faut le dire, pour être clair et honnête avec tout ce qui a été fait, que des membres de certaines formations politiques de l'opposition ont été nommés dans ce gouvernement. Saleh Kebzabo, qu'on a en image là, effectivement, lui n'est pas entré dans le gouvernement, mais 2 cadres de sa formation politique ont été nommés dans ce gouvernement précisément, et lui, curieusement, ça surprend un tout petit peu sur place au Tchad depuis dimanche soir, curieusement a adoubé ce gouvernement, lui qui était également très opposé depuis le début par la prise du pouvoir et la formation du conseil militaire de transition. Saleh Kebzabo a salué donc la nomination de ces 2 cadres, mais il avait indiqué depuis le départ, ça il faut le dire également, qu'il ne souhaitait pas faire partie de ce gouvernement d'union nationale là, qui a été formé. Au-delà de Saleh Kebzabo, avec ces 2 membres qui ont été nommés, certains responsables même de partis politiques de l'opposition font partie de ce nouveau gouvernement de transition qui a des missions très précises. D'abord, le défi sécuritaire dont fait face le pays avec l'arrivée d'une horde de combattants appelés terroristes sur place, rebelles comme on dit, les membres du FACT, les forces alternatives pour la concorde du Tchad. Il faut assurer justement la sécurité du pays avec ces hommes qui viennent de la Libye et qui ont semé un trouble incroyable et qui en sont arrivés
a tué le président Idriss Déby Itno. Eh bien, sur place, tout est fait pour aller dans ce sens-là. Il faut noter effectivement que les ministères tels que ceux de la Défense, de la surveillance du territoire et bien d'autres sont tenus par des hommes, par des militaires. Et le Conseil militaire de transition lui-même, on le sait, depuis la nomination, ont à la tête justement de nombreux généraux de corps d'armée, généraux de division et bien d'autres hauts cadres, au gradé, je voulais dire, de l'armée tchadienne. Donc, le premier défi est de maintenir la sécurité du pays. Au-delà de ces rebelles du FACT, il y a bien sûr les mouvements terroristes, les djihadistes qui ont semé la terreur depuis de nombreuses années dans le pays, qui viennent parfois du Niger voisin, du Soudan, de la Libye. Vous savez, le Tchad partage ses frontières avec plusieurs de ces pays qui sont dans une instabilité totale depuis de nombreuses années. Eh bien, il faut maintenir cette sécurité-là, barrer la voie à ces djihadistes-là, de Boko Haram également, à travers la force multinationale mixte qui continue de se battre dans le pays. On a le G5 Sahel également qui était coordonné, présidé, porté de main de maître, ça il faut le dire, par le président Idriss Déby Itno, le feu maréchal. Et bien il faut assurer la pérennité, la continuité effectivement pour que l'on assiste à une sous-région, la bande sahélo-saharienne qui soit un tout petit peu en paix. En paix, il faut au moins ce semblant de paix parce qu'on sait, et on l'a suffisamment dit depuis le début, si l'on n'a pas cette paix, le Cameroun a à se plaindre, d'autres pays frontaliers du Tchad ont également à se plaindre, la sous-région Afrique centrale qui est grandement concernée. Eh bien, on espère tout simplement, pour revenir à la question de départ Thierry, que ce nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, nonobstant les nombreuses critiques qui sont observées depuis quelque temps, pourra autant que faire se peut, faire revenir la paix, le calme dans ce pays, en espérant effectivement que les 18 mois écoulés, tel qu'annoncé par le comité militaire de transition, on assistera à l'organisation d'un scrutin qui remettra peut-être, pourquoi pas, le pouvoir aux civils et un pays qui pourra continuer sa voie vers la prospérité, tout simplement, et qu'on assistera à une relance économique pour ce pays de l'Afrique centrale qui peine quand même depuis quelque temps avec de nombreuses guerres civiles, les terroristes, les djihadistes et bien d'autres observés depuis de nombreuses années même. Alors, avec votre permission, à tous les deux bien sûr, on revient au Cameroun et je voudrais avoir aussi votre avis sur une question quand même. On souhaite que le calme revienne définitivement du côté du Tchad, mais c'est loin d'être très calme ici aussi en ce qui concerne peut-être nos populations. On a évoqué pendant l'arrivée de presse, maintenant, cet événement qui s'est tenu à Foumbot, 2 morts sur le carreau, ça faisait beaucoup quand même. De nombreux blessés. Moi, ça fait pas longtemps, on était du côté de Yaoundé, Yaoundé 5, remous entre la police, police municipale, et puis des hommes, des mototaximans qui ont revendiqué. Et puis pas trop tard encore, c'était dans les marchés, revendications à non plus fini. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est une population rebelle ou une population révoltée? Peut-être ni l'un ni l'autre, mais simplement on y perçoit, de tout ce que vous venez d'évoquer, une sorte de tension qui couve, une sorte de tension qui couve naturellement. Et à partir de cela, je crois que ce sont des signaux également qui doivent être décryptés par nos pouvoirs publics, qui doivent se dire, on vit quand même avec une population un peu surchauffée en ce moment. Il suffit de la petite étincelle pour mettre le feu à la braise. Au moindre courroux, à la moindre colère, vous voyez des gens qui manifestent sans plus avoir vraiment peur, comme c'était le cas par le passé, sortis dans la rue comme ça, pour l'ouvrir sur le cas de Foumbot hier. On a vu des forces de maintien de l'ordre qui sont sorties, qui ont tiré des gaz lacrymogènes, mais qui n'ont pas pu dissuader de façon vraiment claire ces populations qui manifestaient et en arriver à mettre le feu au bâtiment d'un tribunal, le tribunal de première instance de Foumbot en l'occurrence. Je crois que c'est aller un peu loin quand même, pour ne pas revenir aux revendications. On parle d'un détenu qui était gardé dans une prison, qui souffrait d'insuffisance rénale et qui a demandé à plusieurs fois aller se faire soigner et il a essuyé une fin de non-recevoir de la part du procureur de la République et finalement mort, le corps remis à la famille, exposé dans un carrefour de la ville, le carrefour Makiza de Foumbot pendant des heures. Je crois que c'est quand même des actes forts, tout de même. Souvenez-vous qu'on est parti la situation que l'on vit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun aujourd'hui, on est parti des choses pas très loin de là, de petites manifestations comme ça, de petites colères, des petites tensions, des gens
gens qui se trouvent un peu parfois désabusés et qui se disent qu'elles sont victimes de certains abus, de certaines de nos autorités. Pour revenir au cas de Yaoundé 5, par exemple, avec une horde de barbares carrément, et je crois que ça fait l'unanimité désormais, que ces individus appelés agents de police municipale, à Yaoundé 5 notamment, font la pluie et le beau temps dans certains quartiers de la capitale, que ce soit celui de Yaoundé 5 ou bien d'autres arrondissements de la capitale notamment, font la pluie et le beau temps, agissent comme ils veulent et sont observés, ils sont regardés comme ça, personne ne dit absolument rien. Et je crois que c'est le lieu, effectivement, pour tous les cas que vous avez évoqués tout à l'heure, Patricia, de revoir un tout petit peu ces choses-là, de calmer les tensions. Il y a une sorte de tension qui couvre, il y a du feu sous la cendre. Ça, il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Et pourquoi pas cette psychologie de la tension-là qui commence à s'ancrer dans les habitudes des Camerounais. À chaque fois, il faut manifester immédiatement. Violemment. Oui, il faut manifester si on se sent mal. Il faut manifester justement si on se sent mal. Il faut revendiquer, naturellement. Ça, c'est clair, c'est une évidence. Mais le faire de façon aussi violente, en cassant, en brûlant, je crois que c'est quelque chose qu'il faut revoir. Ça ne résout pas forcément le problème. Le dialogue dont on parle depuis de nombreuses années, le dialogue, il faut discuter entre les uns et les autres. Il faut parler, il faut discuter. On a vu le représentant du sultan qui est descendu à Foumbot, par exemple, qui suppliait pratiquement la famille d'enlever le corps qui était exposé dans un carrefour comme ça, de faire libérer le corps, d'aller procéder à un enterrement peut-être, et puis de discuter de façon apaisée avec les uns. Je crois que le dialogue, cette qualité-là, c'est une qualité de pouvoir s'asseoir avec les uns et les autres, de discuter ensemble, de dialoguer. Elle doit être privilégiée, justement, et mettre un peu de côté cet élan de tension, cet élan de violence et autres, même s'il faut noter, et ça, ce n'est pas pour comprendre les violences que des gens peuvent être débordés, des gens peuvent être énervés et manifester leur colère. Voilà, qui est donc dit ce matin. D'ailleurs, malgré le fait qu'on soit en colère, évitons de casser, évitons de brûler, parce que ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir voter notre budget pour reconstruire ce palais de justice, et ce sera dans les frais. C'est notre argent qui partira une fois de plus, le contribuable qui va souffrir pour reconstruire ce palais de justice. Et des fois, on va jusqu'à mettre des pneus sur la route, on va brûler la chaussée. Demain, quand on aura les nids d'oiseaux, les nids d'éléphants, on va se plaindre. Donc, évitons de casser. Peut-être un mot, Thierry, peut-être un mot. Ça pose également le problème d'une justice qui fonctionne de façon un peu tatillonne dans notre pays, parce que si les faits sont réellement justifiés, et ils semblent justifiés parce que nombre de nos confrères ont relayé ces informations selon lesquelles des demandes ont été faites pour que le détenu malade se fasse soigner dans un hôpital. Si un procureur refuse de donner l'autorisation à un détenu, et pourtant il en a le droit d'aller se faire soigner dans un hôpital peut-être extérieur à la prison, qui ne dispose pas d'un plateau technique pour pouvoir prendre soin d'un malade d'insuffisance rénale par exemple, ça pose un réel problème. La justice doit être humanisée. Je crois que le président de la République en a parfois parlé, le ministre de la Justice en a également parfois parlé. La justice doit être humanisée. Quand on est détenu, on n'est pas appelé à mourir. On n'est pas esclave. On peut être détenu, on a droit aux soins et tout. On a tous les droits. Des choses doivent être revues. C'est la précision qu'il fallait exactement faire. Nous sommes venus de vous avoir tous les matins ici. Merci Michael d'être venu. Merci et on se dit à demain. À demain avec le même plaisir. Voilà, nous on reste là, Thierry Carole. 7h36 minutes. Et oui, c'est la pause. Et derrière, la deuxième partie de l'émission avec toutes les autres rubriques et même ma chanson du cœur juste pour vous. À tout de suite.